Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé de décor. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, grosse vidéo parce qu'on va parler de mon top flop des films en 2023. Alors, ce sont des films vraiment pas ouf, en tout cas, ça reste mon point de vue. Si vous aimez les films dont je vais parler, c'est ok, y a pas de souci. Pour faire mon choix, j'ai sélectionné les films auxquels j'ai donné moins de 3 étoiles sur Letterboxd. Je tiens à préciser aussi que ce sont des films qui sont de toute époque. C'est pas que des films qui sont sortis en 2023. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai regardé 210 films en tout cette année et il y en a que 32 que j'ai vraiment pas aimé. Je trouve que ça va, en vrai. On aurait pu faire pire. Ce que je vais faire pour que la vidéo soit pas trop longue, c'est que je vais vous présenter très rapidement les films que j'ai mis de la 32e à la 11e position, puis je vais vraiment critiquer en détail le top 10. On va commencer sans plus tarder parce que j'ai peur que la vidéo soit vraiment trop longue. En 32e position, c'est arrivé près de chez vous. J'ai pas forcément détesté, mais il y avait une scène de viol et du coup j'ai pas pu finir le film. En 31e position, Seconde Chance. C'est une comédie romantique et vous savez à quel point je déteste ce genre de film. En 30e position, En solitaire. Je me suis ennuyée la plupart du film, donc du coup je l'ai mis là. En 29e position, on retrouve Cro-Blanc, un film d'animation. D'ailleurs j'ai pas trop aimé l'animation justement, et certains doublages m'ont un peu dérangé. En 28e position, on retrouve le film Caprice, dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, que vous pouvez regarder juste là. En 27e position, Laura, c'est un film que j'avais vu pour les cours et j'ai pas trop accroché. La 26e position est occupée par le film Mystère à Venise que j'ai regardé au cinéma, donc vous pouvez retrouver la vidéo juste ici. En 25e position, nous retrouvons le premier Scarface, j'ai pas du tout accroché. On continue avec la 24e place qui est occupée par le film 3 jours max, j'en parle juste ici. La 23e position est occupée par le film Five Nights at Freddy's, dont j'en parle également dans la même vidéo. La 22e position est occupée par le film Les Gamins, malgré qu'on y retrouve Alain Chabat, ça m'a pas vraiment convaincue. La 21e position est occupée par le film La règle du jeu. J'aime pas trop le cinéma de Renoir. La 20e position est occupée par le film Un plan parfait. C'est encore une comédie romantique, donc vous savez pourquoi elle est dans ce top. La 19e position est occupée par le film Collatéral. C'est un film que j'ai vu pour les cours précisément pour un partiel, c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop aimé. La 18e position est occupée par le film La Nonne 2, un film que j'ai vu au cinéma, donc j'en parle dans une vidéo juste ici. La 17e position est occupée par le film Un homme à la hauteur, dont j'avais regardé la bande-annonce qui m'avait super intriguée à l'époque, mais décidément le film ne m'a pas convaincue non plus. La 16e position est occupée par le court-métrage non-film réalisé par Quentin Dupieux. Et d'ailleurs la 15e place est occupée par Non-Film 2, la suite du coup. Ce sont les deux seuls courts-métrages de Dupieux que j'ai pas aimé. En 14e position, nous retrouvons L'amour, c'est mieux à deux. Non, l'amour c'est nul. En 13e position, nous retrouvons le film Waouh, que j'ai vu au cinéma, mais je n'ai pas fait de critique dessus, puisque finalement, il n'est pas si waouh que ça. En 2e position, nous retrouvons le film Les Invincibles, dont j'avais déjà parlé dans ma précédente vidéo sur Virginie Efira, que vous pouvez retrouver juste ici. Et enfin, la 11e position est attribuée au film Le Goût des Merveilles, avec Virginie Efira, mais c'est un film que j'ai pas aimé, j'ai même pas su le finir. Je vous ai donné mon classement de la 32e à la 11e position. Nous allons passer maintenant au top 10. On commence sans plus tarder avec la 10e position avec le film Les Gazelles de Mona Achache, sorti en 2014. On va suivre l'histoire de Marie qui n'est pas heureuse dans son couple. Un jour, elle finit par péter un câble et quitte son mec sur un coup de tête. Elle va finir par se rapprocher d'une collègue de boulot et rencontrer de nouvelles personnes. Pour faire simple, c'est l'histoire d'une meuf après une rupture. Le générique est plutôt cool, c'est une succession de plans très rapides, très courts, où en fait les noms des personnes citées au générique sont inscrits sur des post-it, des miroirs ou encore des écrans d'ordinateur. Par contre, j'ai pas aimé le montage à certains moments du film. Je pense notamment à des scènes où en fait on entend encore le son de la scène précédente. Non, elle a déjà fait ça la semaine dernière, toi. Mais non, j'ai un décalage visuel. Non, mais si, j'ai un truc très bizarre. Et ça m'a vraiment perturbée pour le coup. C'est un film pas ouf esthétiquement et en plus ce scénario n'est pas très original, c'est du déjà vu. Je trouve que la première partie du film est assez longue, on a compris qu'elle galérait à trouver un logement et un mec. En fait, le film est beaucoup plus agréable à partir du moment où en fait on a les scènes avec ses copines. D'ailleurs, le casting des copines est vachement bien réussi. On retrouve Audrey Fleurot, Joséphine Demeaux, Anne Brochet et Nedra Ayati. Par contre, j'ai pas du tout accroché au personnage principal joué par Camille Chamou. Alors attention, je remets pas du tout en cause son jeu d'acteur, bien au contraire, seulement c'est vraiment le personnage qui m'a pas plu du tout. Je la trouve vraiment très coincée pour le coup. Il y a un truc chez elle que j'ai pas compris, elle se plaint d'avoir un truc à l'oreille ou au cou au début du film.
J'ai pas trop compris ce que ça venait faire là, puisqu'au final on n'en parle pas dans la suite du film. S'il y a bien un truc que certains réalisateurs aiment faire, c'est faire référence au titre de leur film dans les dialogues de leur film. Ici, on l'a bien compris, puisqu'on entend les gazelles exactement 5 fois à la suite, dans les mêmes séquences. Alors on est gazelle. On a fait du sport? Ouais. Bien ou bien les gazelles? Bien, merci. Alors. Il y a un personnage qui m'a intriguée plus que les autres, c'est le personnage d'une grand-mère qui revient. En fait, elle ne parle pas à la caméra, et elle ne parle jamais d'ailleurs dans tout le film, mais on la voit. Elle apparaît en retrait dans différents plans, et en fait je me suis questionnée, qu'est-ce que ça voulait signifier? Est-ce que c'était pour exprimer le temps qui passe, la peur de Marie de vieillir? Et en fait je me suis renseignée, j'ai vu une interview de la réalisatrice, et en fait c'est sa propre grand-mère qui joue ce rôle-là. Et en fait il n'y avait pas de message particulier, c'était juste pour montrer le choc des générations. J'ai pas trop compris pour le coup, mais j'avoue que j'ai bien aimé le clin d'œil. J'ai été super mitigée par ce film et c'est pour ça que je l'ai mis à la 10e position du classement. Passons tout de suite au prochain. En 9e position, on retrouve le film Sous le même toit de Dominique Farrugia, sorti en 2017. On va suivre l'histoire d'un couple, Yvan et Delphine, et de leurs 2 enfants, Violette et Lucas. Le couple va mal et décide de divorcer. Seul problème, Yvan n'a pas d'emploi et il se retrouve à dormir chez des copains, ou pire, dans la rue. Mais soudain, il se rappelle que 20% de la maison lui appartient encore, et impose à Delphine sa présence. La famille va devoir vivre sous le même toit. Comme tout le monde, j'ai mes préférences en matière de mise en scène dans les films. Ce que j'aime bien généralement, c'est voir en scène d'ouverture une scène un peu plus loin dans le film. Je sais pas si vous me suivez. En fait, ça m'intrigue et le réalisateur fait ça pour nous questionner justement sur cette scène. Comment les personnages ont fait pour en arriver là. Ici, c'est clairement le concept. Dans la scène d'ouverture, on retrouve la famille au ralenti, carrément déter. On sait pas pourquoi, mais ça donne envie de voir la suite. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que dans la scène suivante, on voit les enfants en train de raconter l'histoire. Je trouve que cet enchaînement ne fonctionne absolument pas. Soit tu prends l'exemple de scène d'ouverture avec justement une scène un peu plus loin dans le film pour intriguer le spectateur, soit tu commences ton film avec justement la scène du mariage où les enfants racontent l'histoire. Au niveau du scénario, on est encore sur un truc qui tient la route, mais c'est du déjà vu, c'est pas du tout original. Il y a un running gag qui revient mais tellement de fois dans le film, parce qu'en fait Yvan pue le chien mouillé à un moment donné, et du coup ça revient, mais ça revient 5-6 fois dans le film quoi, c'est lourd. Ton odeur. Quoi, mon odeur? Tu sens super fort. Comme un vieux chien. Il y a un truc qui pue le chien mouillé ou crevé depuis tout à l'heure. Il y a un truc qui m'a titillé, c'est que je trouve qu'en fait l'histoire n'est pas bien répartie. En fait je trouve qu'on suit trop Yvan et pas assez Delphine, alors que quand même l'histoire concerne les 2 personnages. Certains dialogues ne sont pas du tout adaptés. Je pense notamment à une scène où Violette dit un truc et genre t'es là, tu regardes le film, tu fais mais pourquoi tu dis ça meuf? M'en fous, je dors pas dans la même chambre que YouPorn. Mais de quoi elle parle là? Je sais même pas ce que c'est YouPorn. Il y a 2 scènes que j'ai trouvées inutiles dans le film. La première, c'est celle où en fait Yvan revient d'une soirée et tombe sur sa belle-mère et ses amis et il décide de se mettre à poil. Oui, il y a cette scène-là dans ce film. Et l'autre scène, c'est le moment où Yvan déprime parce qu'il doit quitter la maison et il se retrouve dans une salle d'arcade. Ouais. Sinon, j'ai adoré la scène où Delphine pète un câble parce que elle rentre chez elle, elle voit ses amis tout autour d'Yvan et elle est pas du tout conviée à la fête. Ça m'a rappelé une scène culte du film Le Prénom, le moment où Babou décide de dire les 4 vérités à ses amis. J'ai bien aimé aussi la séquence Bon dans le temps. Je trouve qu'elle a été vraiment nécessaire parce que le film commençait à s'essouffler un petit peu. Et c'est pour cela que je l'ai mis à la 9e position de ce classement. En 8e position, on retrouve le film Lui de Guillaume Canet, sorti en 2021. Cependant, j'ai déjà parlé de ce film dans la vidéo de la filmographie de Virginie Efira. Donc je vous invite à la regarder juste ici. En 7e position, nous retrouvons Jalouse de David et Stéphane Fuenquinos, sorti en 2017. On va suivre l'histoire de Nathalie, une quarantenaire divorcée qui vit avec sa fille. Mais Nathalie n'est pas heureuse. Entre son mari qui a retrouvé l'amour et sa nouvelle collègue plus jeune au travail, elle est complètement aigrie. Elle est jalouse de tout le monde, même de sa fille. Mais Nathalie va apprendre à ses dépens que la jalousie est un bien vilain défaut. Que dire de ce film ? Bon, je vais commencer par le positif. Le personnage de Nathalie. Un personnage qui se tient, et pour cause, on la déteste. Et vous savez bien que si on déteste un personnage mauvais dans un film, c'est parce que le comédien ou la comédienne le joue parfaitement. Il faut reconnaître que l'actrice Karine Viard joue parfaitement ce rôle de femme
perverse narcissique. Voir une femme ayant cette pathologie au cinéma, c'est assez rare. Je parle vraiment du caractère pervers narcissique, hein. Je parle pas de la jalousie évidemment. Et surtout que la fin du film, le milieu, la fin du film, on s'y attend pas. Personnellement, je m'y attendais vraiment pas que ça aille aussi loin. Donc c'est intéressant de construire tout un film là-dessus. Cependant, si j'ai mis ce film dans les flops, c'est qu'il y a bien une raison. Et on commence par le montage, que je n'ai pas aimé parce que je trouve que certains plans sont coupés beaucoup trop vite à mon goût. Je pense notamment à une scène où en fait il y a un écho, et en fait, on entend bien la coupure, puisque c'est en plein écho. Et d'ailleurs, ça revient souvent dans le film. C'est malheureusement bien dommage. Je reviens sur la construction du personnage de Nathalie. Pour moi, on voit trop vite son côté pervers narcissique. J'aurais aimé que ça prenne plus de temps, qu'on comprenne justement pourquoi, parce qu'en fait, on n'a pas ces réponses-là. Je reste sans réponse et je déteste rester sans réponse après le visionnage d'un film. Dernier point, les dialogues. Je retiendrai une seule scène, le moment où Nathalie et sa fille se disputent et que sa fille lui dit « Mais t'as tes règles ou quoi ?» C'est pas crédible du tout. Enfin bref, passons à la prochaine place du top. En 6ème position, nous retrouvons le film Le Grand Partage d'Alexandra Leclerc, sorti en 2015. Lors d'un atroce hiver, un décret est publié. Ceux qui sont super bien logés doivent accueillir les moins bien logés. Nous, on va suivre l'histoire d'un immeuble parisien. Alors cette critique va être très courte, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le film. Ce que j'ai pas aimé, c'est surtout l'une des premières séquences du film. C'est celle où les habitants de l'immeuble vont apprendre le décret. Et du coup, en fait, on a des scènes où en fait la caméra est super bancale. Elle bouge de gauche à droite, ça fout clairement la gerbe. Et j'ai pas compris pourquoi on avait filmé de cette manière. Vraiment, hein, j'ai cherché, j'ai vraiment pas compris. Le scénario n'est pas fou, même si je trouve qu'il critique la bourgeoisie à certains moments, mais il y a pas grand chose à dire quoi, c'est juste que j'ai pas accroché. Il y a aussi trop de personnages et je pense que ça aurait été beaucoup mieux si on s'était concentré sur une seule famille. Par exemple là dans le film, on se concentre sur une famille stéréotypée bourgeois et une famille stéréotypée bobo, et du coup je pense que ça aurait été beaucoup mieux de se concentrer soit sur la famille bourgeoise, soit sur la famille bobo. Mais pas les deux. J'ai trouvé le film un peu vide et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment pas grand chose à dire là-dessus. C'est pour ça qu'on passe tout de suite à la 5ème place de ce top. On continue avec la 5ème place avec le film Le Prestige de Christopher Nolan, sorti en 2006. Borden et Angier sont tous les deux magiciens, mais surtout rivaux. Lors d'une représentation, le tour d'Angier prend un terrible tournant et Borden est accusé du meurtre de son rival. Même si on remarque beaucoup d'efforts, notamment au niveau de la musique, le film n'est pas sensationnel. La musique a bien été travaillée, elle nous permet de nous immiscer dans un univers plein de mystères. Même au niveau de la mise en scène, c'est assez intéressant. La rivalité entre les deux personnages est montrée avec des chants contre chants, des plongées et des contre-plongées. C'est notamment grâce à ces plans qu'on voit l'ascendant qu'a Borden sur Angier. Borden est souvent représenté avec des plans en contre-plongée, tandis que Angier est représenté avec des plans en plongée, mais ça reste une manière classique au cinéma de montrer une rivalité entre deux personnages. Christopher Nolan essaie de nous berner en faisant comme un magicien avec ses tours, mais ça fonctionne difficilement. J'ai vraiment pas été conquise par les effets spéciaux du film, notamment dans deux scènes. La première scène, c'est quand Borden utilise sa nouvelle machine pour son dernier tour. Les éclairs que produit la machine ne m'ont vraiment pas convaincue pour le coup. On aurait dit que j'étais en train de regarder un film des années 80. Alors ok, le film date quand même de 2006, mais bon, j'ai déjà vu mieux quoi. Deuxième chose aussi, ce que j'ai vraiment pas aimé dans le film et ce qui m'a vraiment perturbée et m'a sortie du film, c'est vraiment les scènes de flashback. Donc on alterne entre passé et présent et j'ai été perdue. Parfois je ne savais pas si j'étais dans le passé ou dans le présent. Ça a été vraiment coupé par un simple cut et ça ne m'a pas convaincue, ça ne m'a pas du tout aidé dans l'immersion de cette histoire. L'un des points positifs de ce film, c'est qu'on peut en apprendre davantage sur les secrets des magiciens, mais si on n'est pas un minimum curieux, on peut très vite s'ennuyer, et ça a été le cas pour moi puisque je me suis endormie quand même 2 fois devant le film. Et c'est pour cela que je l'ai mis dans le top flop. En 4ème position, nous retrouvons le film Le Siffleur de Philippe Lefebvre, sorti en 2009. On va suivre l'histoire d'Armand, un homme qui se laisse facilement marcher sur les pieds. Mais un jour, il décide de s'inventer un jumeau, Maurice, qui lui ne se laisse pas faire. Cependant, en voulant sauver le restaurant dans lequel il va tous les jours, il va s'engouffrer dans des magouilles. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, ça sera vraiment très court. Commençons par la scène d'ouverture que je trouve complètement inutile malgré le fait que l'on retrouve Alain Chabat. En fait, clairement, c'est juste Armand qui se retrouve face à un agent des impôts et qui se laisse encore une fois de plus marcher dessus. Oui, bon, d'accord.
Et j'ai vraiment trouvé cette scène inutile parce qu'encore une fois, on revient pas là-dessus dans le film. C'est comme si, et je pense que c'est le cas, on avait inclus cette scène pour notamment inclure Alain Chabat. C'est pas pour me déplaire d'ailleurs. Au niveau du personnage principal, j'ai pas du tout accroché. Je le trouve vraiment très ennuyeux. Le scénario, quant à lui, est plutôt original. C'est une histoire un peu tirée par les cheveux, je l'avoue. Par contre, l'intrigue entre les deux collègues de travail qui tombent amoureux, là, je sais pas quoi, là, ça sert strictement à rien. J'ai pas trop compris pourquoi on avait ajouté cette intrigue alors que l'intrigue principale de base est déjà très prometteuse. J'ai remarqué quelques faux raccords aussi, mais ça c'est parce que je suis pointilleuse, donc voilà. Par exemple, je vais nommer une des scènes où j'ai vu un faux raccord. C'est lors de la présentation des personnages de Xavier et de Karim. Ils sont dans une voiture et en fait dans le rétroviseur on voit la voiture de l'équipe du film. La deuxième scène que j'ai remarqué aussi, c'est Armand qui lui veut enlever ses lentilles parce qu'il supporte pas, et ça se comprend. Et en fait dans le plan d'après il les a, ces lentilles. C'est vraiment dommage parce que j'insiste encore là-dessus, le scénario était très prometteur, mais ça n'a pas suffi. C'est pour ça que je l'ai mis dans Stop. On va passer maintenant au podium. Et la troisième place est attribuée au film Les Bronzés 3 de Patrice Lecomte, sorti en 2006. On va retrouver les Bronzés dans une nouvelle aventure qui se passe dans un hôtel de luxe. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Ouais. Bon, par où commencer? Le générique est pas terrible. On est sur une belle écriture de comics sans MS. Bon, après, le film date de 2006, donc je peux comprendre. Dès le début du film, on observe des faux raccords, surtout lors des scènes de dialogue. La caméra tremble aussi de fou, et j'ai pas trop compris pourquoi. Et en fait, tout le long du film, tu te poses la question, mais pourquoi faire une suite? Après, je comprends qu'on puisse être nostalgique des Bronzés. En vrai, qui ne l'est pas? Mais là, non, c'est pas possible. J'ai l'impression que chaque personnage a perdu une partie de leur personnalité. Gigi se retrouve à avoir des énormes seins, Jean-Claude Duss a des cheveux. En plus, il est beaucoup moins drôle que tous les opus précédents. J'ai juste aimé le personnage de Gérard Jugnot, parce que je le trouve vraiment hilarant dans le film. Dans son bouclard, on prend qu'on paye. Moi, je ne rentre pas toute seule dans ma chambre. En plus, Elvis est traumatisé, il a dû sentir le fond, il trempe comme une fois. Ouais, trempe comme une fois. Mais sinon, j'ai pas beaucoup ri quoi. Il y a aussi beaucoup trop d'intrigues, je pense notamment à la fin, ça va beaucoup trop loin pour rien du tout. Je pense que c'est en partie pour ça que j'ai décroché. Et encore, je suis restée jusqu'à la fin. Et c'est vraiment dommage quand on sait que les deux opus précédents étaient excellents. Mais bon. J'ai pas pu m'empêcher de le mettre à la troisième place de ce top. La deuxième place du podium est attribuée au film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, de Guillaume Canet, sorti en 2023. Vous savez déjà ce que je vais dire, hein. Alors que l'impératrice de Chine est prisonnière, sa fille décide de se rendre en Gaule pour demander de l'aide auprès d'Astérix et Obélix. Bon, que dire de ce film? Sans surprise, je n'ai pas aimé. Je ne peux m'empêcher de comparer ce film aux opus précédents, même si c'est pas du tout du même réalisateur. J'avais déjà parlé de Guillaume Canet dans une vidéo précédente, et j'ai d'ailleurs mis un autre de ses films dans ce top. C'est un très bon acteur, même un très bon réalisateur, mais faire les deux en même temps, c'est vraiment pas possible pour lui, j'ai l'impression. Sur ce film, il m'a même fait un peu de peine. Je pense qu'il devait pas reprendre le rôle d'Astérix de base, mais il a dû. On voit qu'il a eu aussi une pression de fou, c'est pas évident de passer après les autres opus, surtout qu'il a été énormément critiqué. Une erreur de parcours, de mon point de vue, et je pense que s'il avait gardé la casquette de réalisateur, ça aurait été beaucoup mieux. Mais j'ai envie de lui donner une dernière chance. La prochaine fois que je vois un film avec Guillaume Canet, réalisé par lui-même, j'irai le voir, évidemment. Mention spéciale pour l'acteur Gilles Lelouch qui reprend le rôle d'Obélix à la perfection. Mais bon, ça n'a pas suffi à me faire aimer le film, c'est pour ça que je l'ai mis à la deuxième place du podium. Et enfin, la première place de ce classement est attribuée au film Don Juan de Serge Boson, réalisé en 2022. Alors je sais que j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo sur Virginie Efira, mais je me devais d'en reparler puisqu'il est à la première place. J'allais pas vous laisser sans critique pour le film de la première place de ce top. On va suivre l'histoire de Laurent qui s'est fait larguer à l'hôtel. Déprimé, il se met en tête de séduire n'importe quelle femme. Le problème, il voit Julie, son ex, en chaque femme qu'il rencontre. Laurent essaye d'avancer jusqu'au moment où l'actrice principale de sa troupe de théâtre doit être remplacée. J'ai mal commencé l'année. Le premier film que j'ai vu en 2023, ça a été 20 ans d'écart. Mais ça compte pas parce que je l'ai vu des centaines et des centaines de fois. Non, le vrai premier film que j'ai regardé en 2023, c'est ce film. Alors j'ai pas aimé ce film pour plusieurs raisons, et la première, ça a été vraiment le fait que ce soit une comédie musicale. J'essaye en ce moment de me réconcilier avec le genre de la comédie musicale, mais j'avoue qu'avec ce film, ça a été un peu compliqué. On a l'impression que le réalisateur force les acteurs à chanter. Ça en devient un peu niais. Esthétiquement parlant, bon, les décors sont jolis, mais c'est tout quoi. Le seul point positif, c'est vraiment le changement des personnages que peut jouer Virginie Efira.
Ça, c'était très agréable à regarder. Sinon, je trouve que les couleurs du film sont vachement ternes et je me suis rapidement ennuyée. En plus, les chansons du film ne m'ont vraiment pas aidée, c'est pour ça que j'ai mis qu'une seule étoile sur Letterboxd. Et j'en suis pas fière. Parce que c'est un film avec Virginie Fira, mon actrice préférée quand même, mais bon. En plus, de base, je devais aller voir ce film à sa sortie au cinéma, et j'ai pas pu. Bah au final, c'est pas plus mal parce que je pense que j'aurais été encore plus dégoûtée. C'est sur ce film que je vais terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et aussi à mettre votre top flop de cette année en matière de film. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, à plus dans le bus.